Bienvenue donc à ce 4e webinaire d'une série de 6. Nous allons parler aujourd'hui de la trousse de la vue. Donc, ce 4e webinaire est rendu possible grâce au financement de l'appui Capital National. Aussi, ce webinaire est tiré d'un programme qui s'appelle Sérénité, information, trucs et astuces sur les 5 sens et la spiritualité, qui vise à outiller les proches aidants. Alors, suite à ce webinaire sur le sens de la vue, vous devriez être en mesure de choisir plus facilement un environnement qui est soit calmant ou stimulant pour votre aidé. Nous aborderons pour commencer le sens de la vue dans un contexte de vieillissement normal. Ensuite, nous regarderons les changements apportés par les maladies neurocognitives comme Parkinson et Alzheimer. Le webinaire est d'une durée de 30 minutes. Nous avons prévu une période de 15 minutes pour les questions. Alors, tout au long du visionnement, vous pouvez cliquer sur l'icône chat ou converser pour écrire vos questions. Je vais les regarder à la fin pour pouvoir prendre le temps de bien y répondre. La présentation est enregistrée. Vous allez pouvoir donc la revoir en consultant le site Internet de la bio. Vous allez voir l'adresse Internet à la fin de cette présentation. Ce qui est porté à la vue peut parfois nous émerveiller ou nous hypnotiser. On n'a pas toujours conscience que ce qu'on voit a un pouvoir d'attraction et qu'on peut avoir de l'influence sur notre interprétation de la situation avec ce qu'on voit. La littérature consultée aborde d'abord le soin des yeux et l'influence des couleurs et de la lumière. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on va le regarder. À chacun, par la suite, d'adapter sa trajectoire en conséquence de ses besoins. Pour débuter, je voudrais surtout vous présenter une définition. Donc, la vue, c'est la fonction par laquelle les images sont captées par l'œil et sont transmises par les voies optiques au cerveau. Cette définition-là a l'air banale, mais vous allez voir comment elle est importante quand on aborde des phénomènes de maladies neurocognitifs. Le vieillissement et la vue. Donc, pour aborder cette partie-là, je vais d'abord prendre un verre d'eau, une gorgée. Voilà, pardon. Alors, avec le vieillissement, il y a une diminution de perception, une diminution de l'acuité visuelle, alors les petits détails, et des éblouissements qui vont être plus fréquents. Ça, c'est normal. C'est le cristallin, donc, qui jaunit avec le temps et qui va perdre un peu de sa transparence. Souvent, c'est là qu'on va parler de cataracte. Alors ça, c'est normal. Ça fait partie du phénomène qu'on va tous vivre. Ce qui est plus courant comme déficit visuel, c'est la baisse de l'acuité au niveau central et périphérique. Au niveau périphérique, vous allez vous apercevoir avec le temps que vous devez tourner davantage la tête pour regarder de chaque côté. L'acuité centrale, c'est beaucoup plus rare, mais c'est comment on a un peu plus de difficulté à faire le focus en regardant devant nous. Donc, ça veut dire qu'on a un rétrécissement du champ visuel. C'est des choses qui font partie de la normalité avec le temps. Il y a une diminution de la perception de la vision dynamique par rapport à la vision statique. Ça veut dire tout ce qui bouge. Vous regardez quelqu'un qui court dans la rue, alors habituellement, nos yeux vont suivre. Avec le temps, vous allez vous apercevoir que vous tournez la tête légèrement, puis finalement, vous devez tourner complètement la tête pour suivre le mouvement. C'est normal, ça. Par contre, il y a des tenants du Qigong qui vont vous dire que vous pouvez faire des exercices pour intervenir à ce niveau-là et garder une bonne élasticité de votre nerf visuel. Il va y avoir aussi une diminution du sens chromatique. Ça veut dire qu'on parle des couleurs. Alors, on va s'apercevoir quand les gens vieillissent, on va confondre ou on va s'obstiner un peu plus sur les couleurs. Quelqu'un va voir un brun, pour une autre personne va dire que c'est un rouge foncé. On va voir aussi des bruns et des personnes vont voir plus un vert. Ça, c'est normal aussi. Pensez que la cataracte jaunit, durcit, donc ça influence notre perception visuelle.
C'est la cornée aussi qui perd de son élasticité, donc c'est ce qui va nous amener quelques problèmes. Souvent, on va faire des blagues au début de la quarantaine. Les gens vont dire « les bras me rallongent ». C'est une expression pour dire qu'on doit placer quelque chose qu'on a à lire, on doit le placer vraiment en étirant le bras devant nous pour être capable de lire, parce que quand c'est près de nous, on n'est pas capable de le lire. Je vais vous montrer une diapositive. Attendez, bon, voilà. Alors voici, oups, attendez un petit peu, ça va, le système est parti. On va en regarder une à la fois. Oups, il n'y a pas moyen. Voilà, c'est celle que je vais vous montrer. Alors, le centre de traitement de la vision. Alors, regardez où c'est écrit « Stimuli ». Ici, là, stimuli, c'est votre œil qui est là, votre rétine est là. Alors, à partir de là, vous voyez quelque chose et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'information est toute vraiment, va s'imprimer à l'intérieur de votre œil et au niveau de votre lobe temporal. Là, c'est sur le côté ici, il y a un traitement qui va dire qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir des détails avec notre œil gauche et avec notre lobe temporal de droite et notre œil de droite, on va aller voir la perception globale. Donc, on voit quelque chose qui est rond et on voit quelque chose qui est rond, mais qui est plus conique ou plus ovoïde vers le dessus. Alors là, c'est un petit détail. Donc, c'est analysé différemment dans nos lobes temporales, à gauche et à droite. Temporal, qui est beaucoup plus ici sur le dessus de la tête. Le lobe pariétal, lui, il va tenter de localiser. Est-ce que c'est près? Est-ce que c'est loin? Est-ce que ça bouge? Et toute l'information est stockée à l'arrière du cerveau. Et c'est vraiment là que la vue va avoir son information complète. C'est un peu particulier, le présenter comme ça. Attendez un petit peu, on va aller voir la troisième diapositive qui va nous aider. Attendez un petit peu, c'est pas celle-là. C'est celle-là que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, on a eu une information visuelle ici. C'est allé au niveau temporal. Alors, on a de l'information qui est ici et elle s'en va au niveau pariétal et ensuite au niveau occipital. C'est là que l'information complète va être accumulée. Donc, tout ce chemin-là, l'information va aussi aller au niveau de la mémoire. Ce qui est particulier, c'est que quand on voit quelque chose, c'est pas que l'objet qu'on voit. L'objet est relié à un souvenir et à plein d'informations que vous avez cumulées avec le temps. Alors, tout à l'heure, je disais, bon, on voit un cercle. Le cercle a une couleur. Cette couleur-là, admettons que c'est un cercle rond. Moi, ça me rappelle que j'ai eu un ballon qui était rond lorsque j'étais enfant. Alors, vous voyez, ça va aller chercher au niveau de la mémoire des références où ça va aller dire c'est rond et c'est rouge comme une belle pomme prête à l'automne. Alors, tout ça va jouer au niveau de notre cerveau et on ne s'en rend pas compte. Je vais vous parler de l'effet au niveau de la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a beaucoup de recherches et pour ceux qui sont en ligne, je vais vous envoyer le PowerPoint en plus d'une certaine partie de documentation parce que au niveau Radio-Canada avait présenté une chronique avec M. Carl Brousseau, qui est un optométriste. Et lui a fait une liste des maladies, mais il a surtout expliqué avec un examen de la vue comment l'optométriste peut voir qu'il y a un début de maladie. Alors, vous voyez, là, ici, il parle comment le nerf optique est lié au méninge et qu'avec l'examen des yeux, il va voir s'il y a un début de méningite, un début de tumeur au cerveau, de la sclérose en plaques. Et comme il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et sanguines au niveau de l'œil, il va pouvoir détecter s'il y a un début de plaques amyloïdes donc, dans la rétine. Donc, ça, c'est une annonce du début de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est important. Vous voyez, on peut faire du dépistage avec un examen de la vue. C'est pour ça que lorsqu'on rencontre nos médecins dans les rendez-vous annuels, souvent, ils vont nous dire « As-tu passé un examen de la vue? » Alors, c'est important d'écouter ça et de suivre religieusement. C'est pas banal et c'est pas pour faire rouler l'économie.
c'est vraiment pour vous faire de la prévention. Alors, si vous avez un changement dans votre vision, c'est très important d'en parler à votre examen de la vue parce qu'ils vont aller plus profondément et parfois, avec certaines petites gouttes, ils vont pouvoir voir des détails un peu plus importants. Donc, dans la 3, ici, donc au niveau de la perception et tout le cheminement que ça fait, c'est ce que je voulais vous expliquer. Au niveau de la maladie de Parkinson, alors je m'excuse, la diapositive est en anglais, je n'ai pas trouvé de version francophone qui me permettait de bien décrire ce qui se passe. Là, c'est vraiment très particulier au niveau de la maladie de Parkinson. Alors là, il va y avoir, là, comme il est expliqué, comme une forme de double vision, comme si, un peu comme l'image qu'on voit. Quand vous voyez un objet, vous regardez de loin, il y a un édifice, vous allez avoir l'impression qu'il y a un édifice et un ombre de l'édifice ou comme un aura de l'édifice. Mais ça, avec le temps, ça peut arriver si ça avait un début de cataracte. Alors, n'ayez pas peur si ça vous arrive, là. C'est pas nécessairement que vous développez une maladie. Ça peut être quelque chose qui se traite bien. La double vision, ça va s'installer dans les cas de la maladie de Parkinson un petit peu plus. Ça va venir déranger au niveau de la lecture. Alors, la personne lit dans une ligne et la ligne va se dédoubler. Alors, la personne va avoir de la difficulté à garder le focus sur le texte parce qu'il fait comme s'imprimer en double constamment. Et va aussi avoir de la difficulté à garder les yeux sur la ligne. Les yeux ne pourront pas fixer longtemps. Alors, ça, il y a des exercices à faire. Là, je vous parle toujours de la maladie de Parkinson. Ce n'est pas des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Alors, c'est important d'en parler aux médecins et à l'ophtalmologiste parce qu'il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Alors, si c'est votre cas au niveau de la maladie de Parkinson, essayez des choses comme vous fermez vos yeux et vous les fermez très serrés. Ça va humidifier davantage votre œil que d'habitude. Et après, on dit scier, là, cligner des yeux, scier les yeux plusieurs fois et prenez le temps de les fermer, ouvrir. Et essayez de reprendre la lecture. Des fois, ça va être suffisant pour que tout se replace. Alors, c'est juste pour vous rappeler que dans la maladie de Parkinson, il va y avoir une sécheresse plus rapide du globe oculaire, quoique avec la pollution, ça peut aussi arriver à tout le monde. Alors, il ne faut vraiment pas paniquer, là. Puis, comme je vous dis, avec un rendez-vous, des examens, ça va vous permettre de bien identifier la problématique. Il y a aussi, on appelle ça une vision aveugle. Alors, chez les gens qui ont la maladie de Parkinson, il va y avoir une perception qui est différente. L'exemple que le docteur Nico Derich, qui a fait une recherche là-dessus, ce qu'il nous dit, les personnes aveugles, ils vont quand même avoir une perception du mouvement ou quelqu'un alentour, puis ils vont parfois avoir des ombrages où l'éclairage va changer et ils vont percevoir ce changement-là. Ce qui est particulier, c'est qu'on peut tous l'avoir ça. Quand on arrive au niveau de la maladie de Parkinson, on s'est aperçu que c'est le fonctionnement est contraire. Alors, et la personne n'arrivera pas à développer cette sensibilité-là au niveau du contraste. Aussi, dans la maladie de Parkinson, il y a des expressions visuelles qui vont être, comment je pourrais dire, confuses. Alors, un sourire peut avoir l'air d'une grimace aussi. Alors, la personne qui a la maladie de Parkinson va avoir de la difficulté à bien identifier le sentiment qui est communiqué. Alors, je peux sourire comme ça, mais je peux avoir mal dans le dos et faire et vous voyez le mouvement de mon visage, c'est à peu près la même chose. Alors, par contre, habituellement, on va pouvoir déceler que la personne ne sourit plus ou fait une grimace. Je vous amène maintenant dans le beau monde de la luminothérapie. Alors ici, au Québec, souvent à l'automne, on va parler de la dépression saisonnière
parce que les journées raccourcissent, donc il fait noir un peu plus longtemps le matin et un peu plus tôt l'après-midi. La luminothérapie, on s'est aperçu que ça pouvait avoir un effet bénéfique chez les personnes âgées, chez les personnes confuses et chez toute personne malade. Ce qui arrive quand les personnes, en vieillissant et quand il y a un phénomène de confusion et quand les gens sont malades, donc ils sont affaiblis par une maladie, il va y avoir, on appelle ça le syndrome crépusculaire. Alors vers 16 heures, les gens vont avoir un peu plus d'anxiété et vont devenir soit agités ou amorphes. Et c'est vraiment un phénomène qui est relié à la lumière. Alors, avec de la luminothérapie, on peut intervenir pour modifier ça. Donc, si la personne que vous aidez vous donne des indices de dépression crépusculaire, bien, il y a des trucs très simples. Oui, vous pouvez vous munir, comme on voit sur l'image, d'une lumière particulière pour faire de la luminothérapie, mais vous pouvez allumer toutes les lumières de la maison pendant 10-15 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps. Vous pouvez aussi décider plutôt de fermer les rideaux, de les laisser bien ouverts, d'allumer lumière, une lampe près de la personne que vous aidez. Des petites choses comme ça. Bien sûr, on utilise la télévision, les écrans d'ordinateur, ça projette aussi de la lumière. Alors, ça peut avoir un effet, peut-être que c'est le moment d'ouvrir la télévision et de suggérer une émission divertissante ou d'ouvrir Internet et d'avoir des images qui changent régulièrement et qui vont présenter des beaux paysages. Alors, soyez créatifs, là, vous pouvez utiliser des techniques comme ça qui vont avoir un effet de luminothérapie. Donc, voilà. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, voilà. C'est vrai, je voulais vous expliquer ça. On a une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est l'hormone d'endormissement. Excusez-moi. Et cette hormone-là est sécrétée quand la lumière baisse. Quand les gens sont malades ou ont une maladie de confusion ou les personnes âgées savent très bien que ce n'est pas nécessairement la nuit, que ce n'est pas le temps de s'endormir. Et c'est ce qui vient créer une sorte d'anxiété et d'agitation. C'est comme si le corps reçoit 2 messages. On est encore le jour, mais il commence à faire nuit. Et c'est comme s'il y a un débalancement au niveau de la perception de ce qui se passe dans l'organisation du temps et de l'espace. Alors, c'est ce qui vient créer de la confusion. La luminothérapie va venir ralentir la commande de mélatonine. C'est pour ça qu'on ne le fait pas longtemps. On allume toutes les lumières 10 ou 15 minutes. Après, on peut les fermer. Alors, la mélatonine ne va pas agir tout de suite. Il va y avoir un petit délai. Alors, je vous laisse un petit peu lire tout ce qui est là. Il y a beaucoup d'informations que je ne vous lirai pas toutes. Et je veux vous parler de la chromothérapie. Alors, ça, scientifiquement, il n'y a rien de prouvé. Par contre, quand on intervient auprès des gens âgés ou des gens qui ont une maladie, les effets de la couleur sont à ne pas négliger et sont très importants. Je vous l'ai déjà dit, ma mère habite dans un CHSLD, un centre d'hébergement de soins de longue durée. Quand elle est arrivée, il n'y avait rien sur les murs. C'était une période où les gens avaient décidé qu'ils faisaient de la peinture. Alors, c'est bien, sauf que le temps qu'ils fassent de la peinture, tout était beige. Et moi, je voyais que ça avait un effet sur ma mère. Et, elle trouvait que tout était ennuyant autour d'elle. C'était son vocabulaire. On a pensé, mes frères, sœurs et moi, d'emmener des petites décorations pour mettre dans sa chambre qui pouvaient être facilement retirées pour ne pas nuire au peintre. Alors, des choses qui ont été mises sur le bord de sa fenêtre, des objets de couleur. Alors, on était près du temps des fêtes. Alors, il y avait un tout petit sapin décoré, un petit lutin. Alors, ça a fait de la couleur et déjà, elle disait, « Ah, c'est plus vivant la décoration, ça fait du bien. » Donc, ça nous disait comment la couleur pouvait avoir un impact. On a aussi pardon.
on a décidé de changer son couvre-lit, voyant en Europe, entre autres, des approches très perfectionnées où on va aller selon ce que vit la personne. On va appliquer des faisceaux lumineux de couleur à certains endroits sur le corps de la personne. Alors, on dit que ça émet des vibrations et que ça permet aux gens de récupérer au niveau de la douleur. Il semble que aussi ça a un bienfait assez rapide, dans un temps assez rapide. On a parlé tout à l'heure des optométristes et ophtalmologistes, comment c'est important de les rencontrer. J'ai trouvé un petit article qui a été écrit par une équipe d'optométristes de la compagnie Doyle, ici au Québec. Et donc, c'était l'information de l'optométriste Madame Johanna Floros. Alors, elle a expliqué comment on peut choisir des verres de couleur pour aider nos yeux. Alors, d'abord, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut porter des verres polarisés pour protéger les yeux de l'éblouissement d'abord. Ça diminue aussi la fatigue de l'œil, les irritations. Ça aussi, c'est un champ protecteur contre la pollution. Ça peut aussi aider à diminuer des maux de tête. Ça peut aider à optimiser la perception des couleurs et des détails. Alors, j'ai avec moi plusieurs lentilles que j'ai apportées, donc qui n'ont aucune force. Je vais d'abord vous expliquer ce que Dr Floros nous dit. Alors, elle nous dit que les verres gris sont idéaux pour les gens qui ont des yeux sensibles, plus particulièrement des gens qui ont les yeux pâles, parce que le gris va protéger des ondes lumineuses, donc tout ce qui est éblouissant. Les verres bruns sont conseillés pour la conduite parce qu'ils vont rehausser les contrastes, donnent une meilleure perception des couleurs aussi. Des verres de couleur froide comme le vert, le bleu, le violet sont ceux qui protègent le mieux contre l'éblouissement qui est modéré, donc un écran. Et les verres de couleur chaude comme le jaune, l'oranger, le rose vont permettre d'améliorer la visibilité lorsqu'il y a une faible luminosité. Je vais tenter donc l'expérience de mettre un verre devant la caméra. Donc, vous voyez, celui-là, c'est le verre brun. Ça ne fait pas un gros changement. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la lumière, de la couleur, ça peut nous aider à définir les contrastes. J'avais un gris, je l'ai oublié. Alors, j'ai un vert et un bleu à vous faire essayer. Alors, voici le vert. Il donne un petit peu comme un effet grisâtre dans votre écran. On va essayer le bleu pour voir. Ah, vous voyez? Alors, ça, c'est pour les éblouissements modérés. Et le jaune et le rose qui vont vous permettre, ça définit un peu plus les objets aussi. Le jaune et le rose. Je peux vous dire qu'on s'amuse beaucoup quand on fait, voilà le rose. Quand je le fais en atelier et que les gens se partagent les lunettes, on prend le temps de bien vivre les choses. Je vais vous remettre quelques petites minutes, je vous remets le jaune pour vous expliquer un phénomène. Alors, avec le jaune, j'ai développé à un moment donné la cataracte et par accident, par accident, pas vraiment, là, mais par hasard, je suis allée à une activité où tout le monde recevait des lunettes avec jaune ou orangé. Moi, j'ai eu une jaune. Et en les mettant, tout à coup, je trouvais que j'avais moins de problèmes avec ma cataracte. J'en ai parlé à mon ophtalmologiste qui me dit oui, le jaune définit les détails. Alors, je me suis mis à les porter tout le temps en attendant mon opération. Et c'est incroyable comme ça reposait mon œil. Ça peut avoir l'air banal, là, le petit exercice qu'on vient de faire là, mais si vous avez un aidé ou une personne qui est agitée ou qui a des problèmes de perception visuelle, peut-être qu'une de ces couleurs-là pourrait aider justement à diminuer l'impact de soit la sécheresse des yeux, soit les problèmes de perception de couleur ou de détails.
Alors, peut-être que ça vaut la peine pour vous d'aller essayer des petites choses comme ça. Alors, moi, je vous dirais, vous n'investissez pas des montants d'argent, pardon, mais allez-y peut-être dans les marchés aux puces, des choses comme ça. C'est un peu ce que j'ai fait. Alors, c'est la bibliographie que j'ai utilisée, que vous allez recevoir. Et en terminant, parce qu'on est déjà rendu là, je voulais vous rappeler que c'est important de s'entourer de beauté pour assurer un peu de confort. Ça peut être des petits objets, une fleur, une plante. Le réconfort est associé au monde des émotions. Et lorsqu'on aborde la santé du point de vue global, se sentir en sécurité, détendu, bien entouré, ça fait partie du traitement. Le jugement personnel, c'est le meilleur guide, alors c'est à vous de voir dans votre environnement comment vous pouvez améliorer des choses, soit par la lumière, par la couleur, des objets colorés, par le port de lunettes colorées comme on vient de voir. C'est des choses toutes simples qui peuvent vous aider à améliorer tout ce qui se passe au niveau de la vue. Alors, je vais aller voir si on a des questions qui se sont accumulées. Non, tout est beau. Alors, donc, en terminant, je veux juste vous rappeler qu'à l'Association bénévole, on offre des services donc de popote roulante, d'accompagnement, de répit, de télébonjour, et que tous les services sont offerts pour les gens qui habitent l'île d'Orléans. Si vous avez des besoins qui sont autres, je vous invite à communiquer avec Appui Capital National qui finance notre activité et c'est pour toute la province de Québec. Donc, vous avez le numéro de téléphone à l'écran, le 1-855-852-7784. Alors, vous pouvez donc les appeler du lundi au vendredi de 8 h le matin à 20 h le soir. Et vous pourrez donc ainsi obtenir des références ou du moins les informations qui vous manquent. Sinon, vous pouvez nous appeler et on essaiera de vous aider. Alors voilà, on a réussi à faire le tour. Je vous souhaite une bonne journée, une heureuse période des fêtes parce qu'on s'en va là. Et nous, je vous redonne rendez-vous donc en janvier, en 2020, le 9 janvier, jeudi 9 janvier, 8 h du matin, donc, et nous allons parler du sens du toucher. Alors, merci beaucoup à tous. Au revoir.